à vous. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être venu. C'est une chance de pouvoir présenter devant un public qui sont professionnels en études anciennes. Moi, je suis pas professionnelle même dans mon domaine, mais quand même, c'est vraiment une très bonne chance pour moi. Ça sera aussi difficile de présenter devant les professionnels des études anciennes, mais je vais essayer de faire mon mieux pour vous faire présenter un aspect ou peut-être un personnage mythologique de la littérature persane. Et pourquoi de cette littérature? Parce que moi, je suis iranienne, donc je viens d'Iran. Et aussi, ce personnage se présente dans le corpus de ma thèse doctorale et que je vais soutenir, espérons, dans un mois. Donc, j'ai passé une bonne période avec ce personnage depuis l'enfance, mais surtout dans ces 3 ou 4 dernières années. Et j'avais essayé de découvrir une œuvre qui s'appelle Mantarotair, un ouvrage poétique dont le personnage principal s'appelle Simor. Donc, c'est ça la raison de choisir ce personnage pour présenter aujourd'hui. Et parce que ce personnage, ou cet aspect mythique de la littérature persane se présente surtout dans la période médiévale persane, donc j'ai trouvé une bonne relation entre l'étude de ce personnage avec les études anciennes et médiévales. Donc, j'ai choisi les conférences de midi pour présenter le personnage de Simor. Donc, je suis doctorante en linguistique traductologie et au cours de ma présentation aujourd'hui, je vais vous présenter aussi quelques aspects traductologiques pour traduire le personnage Simor. Peut-être que ça sera intéressant pour vous, mais la majorité de la présentation se passera sur la présentation de Simor. Donc, pour parler de l'origine de Simor, il faut dire que cette créature ailée, on l'appelle, parce que ce n'est pas vraiment un mammifère ou un oiseau, c'est comme une combinaison des deux. Donc, il vient de la Perse médiévale. Et puis, parce que déjà en Iran, on avait une langue qui s'appelle persan pahlavi ou persan ancien. Donc, son nom est issu du pahlavi Semmourv, qui vient de l'avestique aussi, Saena merega, ou l'oiseau Saena. Et c'est une sorte de rapace ressemblant à l'aigle ou au faucon, on peut dire. Aussi, c'est un terme venu du sanskrit Seyena, désignant une sorte d'aigle ou d'épervier. Donc, pour sa nature, je vous ai dit que c'est une créature qui a des ailes, mammifère, oiseau, une combinaison. Il réside dans un environnement aquatique. Son nid se situe sur des arbres ou un arbre mythique. On a deux possibilités pour connaître cet arbre. Soit si on lit les écrits en Pahlavi, on va comprendre que cet arbre où Simor réside s'appelle Vispubish ou Arvisb. Ou si on lit les récits mystiques, on va comprendre que Simor réside sur un arbre qui s'appelle Tsuba. Donc, pour Vispubish, c'est un arbre qui se comporte toutes les graines des arbres du monde. Et puis, chaque fois que Simor envole, les graines de cet arbre se développent par terre et donnent quelque chose comme la fertilité. Et les plantes vont pousser et les hommes peuvent simplement se profiter ou pour profiter des graines, de différentes graines pour guérir leur maladie. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Simor est aussi symbole de guérison. Et puis, si on prend l'arbre Tsuba, c'est un arbre mystique qui est sur un monde qui s'appelle
Qaf ou Kaf, un mot mystique dans le monde littéraire persan. Et aussi, Kaf se situe sur une autre grande montagne qui s'appelle Malakut, qui est comme le degré supérieur des expériences mystiques pour aller vers le divin. Dans le deuxième Tsuba, on trouve plutôt les significations mystiques. C'est pour ça qu'on dit que Simorgh, c'est comme un médiateur spirituel. Donc, il est sur un monde qui est vraiment un monde spirituel, et puis il y a toujours une relation du ciel à la terre. Simorgh vit 3 fois de 1700 ans, c'est-à-dire à chaque fois, il se consume dans le feu, et puis il se renaît du centre de lui-même, et puis un autre 1700 ans va commencer. Donc, on dit 3 fois comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit Simorgh, c'est aussi symbole de renaissance. Et on dit que Simorgh connaît ou a des connaissances théosophiques. Si on lit les récits mystiques, on va comprendre que Simorgh a telle connaissance. Et puis, j'ai dit pour les récits et traditions, quand on lit les récits en Pahlavi, quand on lit l'Avesta, qui est le livre sacré du zoroastrisme, donc on voit que Simorgh joue un rôle. On peut trouver son nom dans l'Avesta et même dans les écrits en Pahlavi. Simorgh a toujours un rôle spirituel, mystique, qu'on va découvrir ensemble pendant cette présentation. Pour parler de son apparence, on pourrait citer 2 scénarios. On peut dire que sa tête, c'est la tête de l'homme, tête humaine. Par exemple, ici, on peut le trouver. Ou la tête d'un chien, autre scénario. Aussi, pour les griffes, on peut voir que parfois, il y a des longues griffes, comme les griffes de l'aigle. D'autres fois, on a des griffes du lion. Pour le corps, c'est toujours le cœur de l'aigle dans les 2 scénarios. Et aussi le cœur du paon, ça se trouve dans les 2 scénarios. Donc, la seule différence, c'est pour la tête et aussi pour les griffes. C'est comme une apparence générale que vous pouvez trouver partout quand vous regardez les dessins ou les images de Simorgh. Aussi, je ne sais pas si vous connaissez les empires persans. Avant la conquête arabo-musulmane, on avait un empire qui s'appelait Sassanide. Donc, pendant la période sassanide, c'est-à-dire 3e siècle, 7e siècle, on a Simorgh comme emblème impérial de cet empire. Donc, ce que vous voyez, c'est l'emblème. Et aussi, on l'appelle l'empire sassanide, aussi l'empire des Iraniens ou empire néo-perse. Parce qu'après, on avait un empire arabo-musulman. On va découvrir ensemble les particularités. Mais pour le moment, c'est pas mal de savoir que Simorgh était aussi l'emblème impérial des Sassanides. Donc, en architecture, on pourrait aussi trouver les traces de Simorgh. Si vous regardez ici, on a le roi Khosrow Ier, qui était un roi durant la période sassanide. Donc, sur son vêtement, si vous regardez, on pourrait trouver l'image de Simorgh. Donc, on peut comprendre que oui, depuis la période sassanide, on trouve les traces de Simorgh. Aussi, dans les mosquées, on trouve Simorgh et aussi les bas-reliefs partout dans l'architecture.
médiévale persane, on trouve Simorgh comme un symbole principal peut-être de la période. Et aussi pour les taurotiques, si on regarde, on trouve aussi Simorgh soit sur les vases, sur les assiettes, on trouve son image, surtout au 5e, 6e et 7e siècle. Mais pour aujourd'hui, parce qu'on voudrait plutôt parler de la littérature médiévale persane, je vais vous présenter une œuvre que peut-être vous connaissez qui s'appelle Shahnameh. Donc, le poète Ferdowsi a écrit cette œuvre. On l'appelle aussi le livre des rois. Donc, selon Ferdowsi, il a mis 30 ans pour créer ce chef-d'œuvre. Et enfin, il est fier de ne pas utiliser même un mot arabe dans cette œuvre, malgré la période de la conquête arabo-musulmane où Ferdowsi a écrit cette œuvre. Elle a essayé vraiment de garder la langue persane. Donc, on pourrait vraiment le considérer comme une richesse, un trésor de la langue persane. Aussi, l'histoire de l'œuvre, ça commence du début du monde, de la création de l'homme, jusqu'à la période de Fan sassanide avant la conquête arabo-musulmane. Et pour parler de Shahnameh, il faut dire qu'il y a des personnages célèbres comme Rostam, Esfandiar, Zal. Je vais vous présenter quelques anecdotes parce que c'est comme un ouvrage qui raconte l'histoire de la Perse, surtout médiévale. Et il nous présente quelques personnages principaux de l'histoire persane. Donc, je vais juste dire que c'était au 10e siècle que Ferdowsi a pris fin de la rédaction de cette œuvre. Donc, pour vous mentionner le rôle de Simorgh dans quelques anecdotes de Shahnameh, je vais commencer avec l'anecdote de Zal et Simorgh. Donc, Zal, c'est un personnage de Shahnameh qui est albinois, on dit, je pense, oui. Donc, c'est pour ça que son père a décidé de l'abandonner dans le désert après sa naissance. Et après, c'était Simorgh que trouvait Zal, et puis l'amenait dans son nid pour l'aider, pour aider Zal à continuer sa vie. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Simorgh dans cette anecdote comme un personnage protecteur. On pourrait aussi dire que c'est comme le symbole de bien ou aussi le symbole de Dieu, parce qu'il a essayé de protéger un nouveau-né et de faire grandir jusqu'à l'âge d'adulte. Si vous regardez, on voit par exemple Simorgh qui a Zal entre les griffes, aussi la même chose. C'est Zal qui réside avec Simorgh sur peut-être Souba, et puis aussi ici, c'est Simorgh qui accompagne Zal pour le protéger. Donc, cette première anecdote où on peut trouver la trace de Simorgh dans Shahnameh. Aussi, on trouve une autre anecdote qui est l'anecdote de Rostam et Simorgh. Rostam, c'est le fils de Zal. Donc, j'aimerais juste retourner à l'anecdote de Zal parce que Zal, à l'âge d'adulte, il a décidé de quitter Simorgh et avoir une vie normale avec les hommes. Zal a donné une plume à Simorgh a donné une plume à Zal et dit que quand tu auras un problème dans ta vie, tu pourrais juste faire la plume dans le feu et puis
je vais apparaître pour t'aider. Après, quand Zal a décidé d'avoir un enfant, au moment de l'accouchement de sa femme, il a trouvé que le bébé n'a pas pu sortir du ventre de mère parce que Rostam, l'enfant de Zal, était vraiment grand. Donc, ils ont décidé de faire appeler Simor, et Simor a appris une méthode qu'on appelle aujourd'hui césarienne à Rostam pour pouvoir faire accoucher sa femme. Donc, aussi en personne, on l'appelle césarienne rostaminée, c'est-à-dire de la manière Rostam. Donc, on n'utilise pas dans la vie quotidienne, mais si on voudrait trouver l'équivalence persane de césarienne, on va dire rostaminée, qui vient de Rostam. Donc, c'était la première fois que deuxième fois que Simor apparaît dans Shahnameh, au moment de la naissance de Rostam, et aussi une autre fois quand Rostam voudrait se battre devant un autre personnage qui s'appelle Esfandiar. Esfandiar était un homme qui ne mord jamais, donc vraiment fort. Donc, Zal a décidé de demander une autre fois à Simor comment son fils Rostam peut avoir une bonne victoire devant Esfandiar. Donc, pour la deuxième fois, la plume est incendiée et Simor a dit que pour pouvoir tuer Esfandiar, il faut que tu aies une flèche à 2 pointes parce que la seule partie d'Esfandiar qui est vulnérable est ses yeux. Donc, ils ont décidé de créer une flèche à 2 pointes. Et enfin, c'est Rostam qui était comme vainqueur de la guerre devant Esfandiar. Pour quatrième trace de Simor, toujours dans le Shahnameh, on trouve Esfandiar qui va passer 7 vallées difficiles. Il a décidé d'avoir quelques aventures. Donc, dans une vallée, lors d'une aventure, c'était Simor qui s'apparaît comme l'ennemi cette fois-ci. Donc, c'est une autre apparition, mais cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose de positif, c'est un ennemi. C'est comme le symbole du Satan ou le symbole du mal. Donc, cette fois-ci, on trouve aussi Simor. Dans les 3, vous pouvez trouver Esfandiar, d'avoir une bonne victoire devant Simor. Si on veut juste passer Shahnameh et avoir une autre œuvre de la littérature persane, qui est aussi mon corpus de la thèse doctorale, on peut mentionner l'ouvrage qui s'appelle Manteroteir. Donc, cette fois-ci, on est dans le 12e siècle. On peut dire que peut-être le poète qui s'appelle Attar a pris juste les symboles de Shahnameh comme Simor pour recréer une autre œuvre et puis pour donner une autre naissance à Simor. Mais cette fois-ci, ça va être dans une autre forme, un petit peu différente. Pour vous parler juste sur l'ouvrage, il faut dire que Cantique des oiseaux, ou peut-être le langage des oiseaux, raconte l'histoire d'une bande des oiseaux qui cherchent leur roi, leur souverain. Donc, leur guide est la houppe. La houppe essaye d'amener tous les oiseaux vers un être ou majestueux qui s'appelle Simor. Donc, cette fois-ci, on trouve Simor dans le rôle d'un souverain, d'un roi, et peut-être d'un objectif qu'on essaie de trouver et d'atteindre. Donc, si vous regardez, on peut voir l'histoire des oiseaux qui cherchent Simor. Donc, il essaye d'avoir un long trajet, de passer plusieurs vallées pour pouvoir atteindre Simor. Donc,
il y avait plusieurs oiseaux qui ont quitté le voyage à cause de la difficulté, tout ce qui s'est passé. Mais enfin, quand ils sont arrivés au mont Kaf, où réside Simorgh, ils n'ont pas trouvé un être concret. Ils ont trouvé eux-mêmes comme Simorgh. Donc, c'est-à-dire, parce que je veux juste vous partager quelque chose sur le mot Simorgh. Si en persan, c'est-à-dire 30. Et morgh en persan, c'est-à-dire oiseau. Donc, on peut jouer un petit peu avec Simorgh et Simorgh pour dire que les 30 oiseaux qui sont arrivés au sommet pour atteindre Simorgh, ils ont juste trouvé eux-mêmes au lieu de trouver un être concret qui s'appelait Simorgh. Donc, c'est pour juste l'histoire des oiseaux et Simorgh. Donc, cette fois-ci, c'est aussi une bonne image de Simorgh, image de bien ou de Dieu. Pour un petit peu parler de mon domaine, traductologie, dans mes recherches, j'ai essayé de voir comment les traducteurs, les traductrices ont essayé de traduire Simorgh. Parce qu'en persan moderne, on n'a pas de genre. Donc, Simorgh, c'est comme, on ne sait pas si c'est féminin ou masculin. Donc, mais par exemple, en français, en arabe ou en d'autres langues, où on a un genre, comment il faut traduire Simorgh. Donc, j'avoue que, parce qu'on a comme 4 traductions et adaptations de Manteroteil. Donc, le premier, en 1863, lui, il a traduit Simorgh en masculin. Il a dit « le Simorgh ». Aussi, Henri Gougaud, qui a fait une adaptation en 2002, des fois, il utilise nom propre, juste Simorgh. Des fois, il utilise le Simorgh pour présenter sa traduction. Et Jean-Claude Carrière, en 2009, a considéré Simorgh comme masculin. La dernière traduction, qui est aussi mon corpus de travail doctoral, en 2012, elle, Mme Ambar, a considéré Simorgh comme féminin. Donc, elle a traduit la Simorgh. Non, mais j'ai entendu, j'ai écouté les entrevues des traducteurs, surtout la traductrice qui a fait la dernière version. J'ai trouvé quelques éléments importants pour dire pourquoi masculin et pourquoi féminin. Donc, pour masculin, on dit qu'en langue persane moderne, on n'a pas de genre. Donc, quand on n'a pas de genre, on considère un mot plutôt masculin que féminin. Deuxième, ça pourrait être pour Simorgh, dans la poésie persane, dans la miniature, on trouve les caractéristiques unisexes, c'est-à-dire on ne mentionne jamais, par exemple, qui est Simorgh par le genre. Est-ce que c'est vraiment une femme, c'est un homme? Par les descriptions, on n'arrive à rien comprendre, donc on le considère comme masculin. Et aussi, on dit roi en Iran, en général, c'est un homme. On avait aussi des reines en persan médiéval ou plus ancien, mais on considère le roi comme un terme masculin, comme un concept masculin. Donc, c'est peut-être pour ces raisons qu'on trouve ou qu'on traduit Simorgh en masculin, mais les raisons pour lesquelles on peut traduire en féminin, ce sont plus nombreuses. Enfin, selon Lélie Ambert, la traductrice, je vais juste indiquer qu'elle a dit que selon elle-même, Simorgh n'a pas de genre, parce que Simorgh, c'est comme un symbole, un élément, quelque chose qui n'existe pas. Quand ça n'existe pas, on ne pourrait pas attribuer un genre particulier à Simorgh. Mais quand même, elle a décidé de traduire en féminin parce qu'elle voit qu'en persan ancienne, par la vie, on avait le genre et Simorgh était
féminin. Comment on peut savoir, par exemple, si on lit l'Avesta, le livre sacré, si on lit les écrits en Pahlavi, on trouve que le genre de Simorgh est féminin. Aussi, Henri Corbin, qui est comme un philosophe qui fait des recherches dans le monde d'islam, et aussi Sohrawardi, philosophe et mystique. Ils ont considéré Simorgh comme féminin dans leur traduction. Par exemple, la traduction en français par Henri Corbin a été faite par la Simorgh, et aussi Sohrawardi, quand il a traduit en arabe, il a considéré l'équivalence Anra pour Simorgh, et Anra, c'est un terme féminin en arabe. Aussi, Simorgh, selon les histoires, selon les anecdotes, elle est une mère qui pond des œufs et qui allaite ses petits. Donc, on peut comprendre que c'est une mère qui est capable de faire telle tâche. Et on dit que les noms d'oiseaux, en français, ce sont souvent féminins. La houppe, je cite selon ce que Lélia Imbert aussi a raconté ou a expliqué pendant ses entrevues. Simorgh, dans les écrits persans, symbolise le soleil, et le soleil, c'est un élément féminin dans la culture persane en général, pas aujourd'hui, mais en tout temps. Et Simorgh incarne la dimension féminine du divin dans le texte. Donc, si vous lisez, par exemple, Manterothel, vous pouvez trouver que quand on a un symbole qui représente la divinité, on peut trouver les traces de Simorgh. Donc, c'est comme représentant de la face féminine. Et juste pour finaliser, je vais vous lire une partie d'un ouvrage de Sohrawardi traduit par Henri Corbin. Cette Simorgh prend son essor tout en restant immobile. Elle vole sans franchir de distance. Elle s'approche et pourtant elle n'a parcouru aucun lieu. Sache que toutes les couleurs dérivent de la Simorgh, mais qu'elle-même n'a aucune couleur. Son nid est en Orient, mais sa place en Occident ne reste pas vacante. Tous sont préoccupés d'elle, mais elle est vide de tous. Toutes les connaissances dérivent de l'incantation de cette Simorgh. Donc, peut-être on peut conclure la présentation par ces phrases, et je reviens à ma phrase quand j'ai dit on ne considère pas de genre pour le Simorgh, parce que pour Simorgh, on essaie d'attribuer quelque chose comme un nom propre, parce qu'enfin, on trouve que parce qu'il ne se présente pas comme une figure concrète, on ne pourrait pas attribuer un genre particulier à lui ou à elle. Merci. Merci beaucoup.